Hello tout le monde, je m'appelle Kotou. Et moi c'est Sarah. Et on est de retour plus remontés que jamais de jamais. Nous sommes super trop contentes de vous retrouver et on espère vous avoir manqué. Alors pour ceux qui nous rejoignent, la famille Preach, c'est un podcast politique et culturel dans lequel on donne notre avis sur tout, même si personne ne nous l'a demandé. Notre idée c'est d'aborder différents types de privilèges pour que chacun et chacune prennent conscience des siens et qu'on participe tous ensemble à favoriser une réelle égalité entre nous. Parce que notre vœu le plus cher, c'est la paix sur Terre. Alors, on a déjà atteint les 262 abonnés, meuf. Incroyable! Donc on a l'impression d'être des influenceuses en fait, et on n'en peut plus de nous, genre on est en train de l'éviter. Mais si vous voulez nous aider à avoir encore plus le boulard, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram @podcastpreach. Exactement. Sur notre chaîne YouTube, et vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, Deezer, et on vous mettra le reste en description. Tout à fait. Et du coup, nous, dans notre lettre au Père Noël, on lui a demandé pour 2022 d'atteindre la barre des 300 abonnés. Et il nous a répondu « T'inquiète ». Moi, je me sens super bien. Bon, là, on a fait nos influenceuses, c'est bon, ça c'est coché. Maintenant, il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, ma chère Sarah, de quoi allons-nous nous plaindre aujourd'hui ? Eh bien, pour ce 9e épisode, on change un tout petit peu la formule, parce qu'il y a eu tellement d'événements qui nous ont énervés ces derniers temps, qu'on va s'éloigner un tout petit peu des questions de privilèges, mais vous inquiétez pas, on y revient pour les prochains épisodes, pour aller sur un sujet plus politique et extrêmement gay. L'extrême droite et sa percée. Ouais. Du coup, on va tenter de l'explorer grâce à une recommandation cinéma qui a challengé nos préjugés et une petite analyse du rôle de la fameuse chaîne CNews. Un programme donc bien chargé. Très très chargé, vous êtes pas prêts. Donc, attends, vous n'êtes pas prêts, hein, ça je vous... Alors, installez-vous bien confortablement, prenez comme d'habitude votre petit thé au bissap, au gingembre, vos muffins blueberry, et on commence avec le dévoilement du parrain de cet épisode. Et oui, Kotou, aujourd'hui, le parrain qu'on a choisi, je te le dis, mais on l'a choisi ensemble. Hein. Il s'agit de... Donne pas les coulisses. Il s'agit de Thomas Sankara. Yeah, ouais, parce qu'on adore Thomas Sankara et que c'est une personne extrêmement importante. Donc Thomas Sankara, pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux et celles, c'est un homme burkinabé. Parce qu'au Burkina Faso, on fait les meilleurs, quoi. Non, mais... Je dis ça, je dis rien. Donc évidemment, Sarah est burkinabé, au cas où vous l'auriez pas compris. Donc Thomas Sankara est né en 1949 et est mort en 1987. Et ce fut un président du Burkina Faso de 83 à 87. C'était seulement 4 ans. Seulement 4 ans. Il a fait beaucoup de choses en 4 ans et il aurait fait encore plus s'il était resté plus longtemps. Et alors en gros, pour la petite histoire, à la base, le Burkina Faso s'appelait la Haute-Volta. C'était un prénom qui avait été donné par les colons français. Et donc Sankara, quand il est arrivé au pouvoir, une des premières choses qu'il a faites, c'est de changer le nom du pays. Et donc de l'appeler Burkina Faso, qui veut dire le pays des hommes intègres. Oh là là. Mais si vous la voyez, mais elle est tellement refaite. Donc Thomas Sankara, c'était un président révolutionnaire aux influences communistes, et donc c'était un homme incroyable qui a fait plein de choses pour développer son pays, donc développement économique, en créant une économie fermée, circulaire et autosuffisante pour ne plus avoir à dépendre des imports-exports occidentaux. Un président qui était anticorruption, qui était féministe, qui était écologiste, qui était socialiste. En plus de ça, il était un peu BG, donc franchement... Là, il était frais. Il était pas mal. Et donc, le truc qui a fait un peu le summum, c'est qu'il a aussi refusé de rembourser la dette internationale au FMI, en encourageant les pays voisins à faire de même. Oui. Voilà, il voulait créer les États-Unis d'Afrique, même. Bref, vous comprenez qu'il faisait beaucoup chier l'Occident. Et en particulier la France, avec ses positionnements émancipateurs. Hein. Et donc, ça c'est assez malheureux, il s'est fait assassiner donc, par son meilleur ami et ministre de l'époque, Blaise Compaoré, donc, qui a commandité son assassinat avec l'aide de la France en 1987. Et Blaise Compaoré, d'ailleurs, suite à la mort de Sankara, est devenu président de la République burkinabé et est resté... Guillemets, hein. Et est resté au pouvoir jusqu'en 2014, où il s'est fait chasser par les citoyens. Donc voilà, cette affaire qui est très 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 sensible est longtemps restée classifiée, notamment parce que la France y est extrêmement impliquée. Et après des années de demandes, les autorités burkinabées ont pu récemment accéder aux archives et aux dossiers français. Et donc un procès a démarré ce 11 octobre dernier afin d'enquêter et de juger toutes les personnes impliquées dans l'assassinat de Thomas Sankara, soit 14 personnes au total, dont Blaise Compaoré, qui est actuellement réfugié en Côte d'Ivoire, parce qu'il sait très bien que s'il revient au Burkina, ça va chauffer. Et voilà, je voulais terminer cette petite présentation du parrain par une citation qu'a dit Sankara, quelques mois avant sa mort, parce qu'il savait très bien que ses jours étaient comptés. Tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Oh là là, non mais c'était quelqu'un, hein. Quel homme. Quel homme, merci pour ce choix
Enfin, non, on a dit qu'on a dit tout. Trop nul. Merci Non, pour notre choix. Mais de ouf, meuf. Ça donne vraiment l'énergie qu'il nous faut pour aborder cet épisode. Exactement. Et donc, j'espère que t'as ton énergie au top, parce que maintenant, je te laisse ouvrir le bal avec la petite recommandation cinéma. Aujourd'hui, je me permets de voler le moment iconique de notre chère Sarah, qui s'occupe d'habitude de ce moment croquant, passionnant et enivrant, qui est la pastille culturelle. C'est dur, mais c'est vraiment parce que c'est toi. Merci beaucoup pour ta générosité. Alors, comme nous avons choisi le sujet super gai de la montée de l'extrême droite dans notre pays, je me suis dit que parler des militants qui font vivre ce camp idéologique, ce serait pas mal. Voilà. J'ai donc décidé de vous présenter un film qui m'a d'ailleurs évidemment été conseillé par Sarah. On y revient. Alors, c'est un film documentaire qui s'appelle La Cravate. Il est sorti dans nos salles en 2020. C'est un documentaire qui a été nommé au César 2021. Il a été réalisé par un duo de réalisateurs qui a l'habitude de bosser ensemble. Le premier s'appelle Mathias Théry et le deuxième Étienne Chailloux. Donc, big up à eux parce qu'ils nous écoutent évidemment. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait celle-là. Ouais, c'est vrai. Hein, en même temps, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de podcast. C'est vrai, ne le rappelons pas, on avait dit. Donc, pour aborder ce documentaire, j'ai été assez inspirée et je suis allée chercher des superbes citations. Et comme l'a si justement dit Karl Dubuc, un célèbre journaliste et essayiste québécois né dans les années 20, j'ouvre les guillemets, la tolérance est une simple indulgence pour ce qu'on ne peut pas empêcher. Waouh! Avoue que tu as découvert l'existence de Karl Dubuc cet après-midi. J'ai découvert son existence il y a 30 minutes, okay. À 1600%. Mais la citation est très belle et je la trouve même juste, mais évidemment, c'est un principe très dur à appliquer parce que quand on entend des propos qui peuvent être associés à la xénophobie, à l'homophobie, à l'islamophobie, enfin tous les mots en bi, t'as compris, je les trouve absolument intolérables. Mais maintenant qu'on a dit ça, et après ça, qu'est-ce qu'on dit? Et après, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait, ça? Et ce après, ce duo de réalisateurs a décidé de l'explorer. Et je dois dire, ça m'a foutu une gifle. Et ça m'a vraiment émue. C'est un film qui suit un jeune homme de 20 ans qui s'appelle Bastien et qui milite au sein du Front National depuis qu'il a seulement 15 ans. Et les deux réalisateurs l'ont suivi de novembre 2016 à juillet 2017, c'est-à-dire tout au long de la campagne présidentielle jusqu'aux élections législatives de 2017. Et Sarah va très sûrement vous en parler, mais 2017, c'est un tournant très important pour le parti d'extrême droite. Il surfe sur une dynamique incroyable, et la stratégie de dédiabolisation ou normalisation a l'air de porter ses fruits. Et Bastien Régnier correspond un peu à ce processus, c'est-à-dire que, en tout cas, quand les réalisateurs l'ont trouvé, il avait l'air d'être un gars simple, même sympathique. Il travaille dans un laser game et il a de petites responsabilités politiques au sein d'une dépendance du Front National à Amiens. Et pourtant, c'est le drame. Ah, c'est le drama, ma Sarah. Évidemment, rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît, évidemment. Et en vrai, il n'y a rien d'évident à s'engager pour un parti comme le Front National à 20 ans. Ça, ne l'oublions jamais. Alors, comme on a envie que vous alliez découvrir ce documentaire, on ne va pas vous spoiler. Mais tout au long du film, le puzzle de la vie de Bastien se forme et on peut dire que il a été marqué par des actions et des engagements d'une extrême violence. Voilà, on ne va pas spoiler, voilà. Le problème, c'est que le jeune Bastien commence à s'imaginer une carrière politicienne. Il commence à s'habituer au port de la cravate. T'as vu ce que j'ai fait là? Ah, bravo. Il réalise des actions positives pour le parti. Ça lui permet de se faire remarquer auprès des ténors qui étaient Le Pen et Philippot à l'époque. Mais évidemment, son passé violent refait surface. Et cela entre en conflit avec la stratégie de dédiabolisation du FN. Tout à fait. Et après, les réalisateurs, ils inventent pas l'eau chaude, parce que ce qu'ils montrent, c'est clairement la politique qui est un gros magouille et compagnie, on va dire. J'adore cette expression. Mais ce qui fait qu'on est vraiment cueillis par le documentaire, c'est le dispositif narratif qui est incroyable. Il dure ce mot. Hein. Dispositif? Ouais. Non, en fait, il est... Non, mais c'est totalement ça. En fait, les réalisateurs ont créé une narration nouvelle de documentaire. Ils ont suivi, comme je vous l'expliquais pendant de longs mois, Bastien. Ils ont écrit le documentaire et après ils ont filmé Bastien en train de le lire. Je m'explique. Dans le documentaire, en fait, fait des allers-retours entre des images illustrées par une voix off et des plans où Bastien lit et commente le texte. Donc ça fait très Flaubert, ça fait très roman d'apprentissage, tu sais. Et c'est assez mélancolique, c'est amer et ça donne vraiment une couleur particulière à ce film.
Moi, je trouve que c'est un procédé très fort parce que c'est vertigineux et on s'attache à lui. Il découvre et redécouvre son parcours en même temps que le spectateur. Et en suivant ce récit, en fait, on comprend de manière plus large la mue de l'entreprise familiale, parce que c'est une entreprise familiale, hein, c'est un business, qui est le Front National. Parce que, comme vous l'avez compris, très vite, ils vont être embarrassés par les profils comme ceux de Bastien. Son passé violent, c'est tout ce qu'ils doivent éloigner médiatiquement du Front National, même si les jeunes sont une composante essentielle. Il faut savoir que les mouvements d'extrême droite comptent dans leur rang des mouvements de jeunesse extrêmement actifs et mobilisés. On le voit aujourd'hui avec Génération Z, on l'a vu dernièrement aussi avec Génération Identitaire qui s'était fait dissoudre. Ils sont connus pour mener des opérations coup de poing médiatiques et ils ont une présence sur les réseaux sociaux, meuf, mais c'est incroyable. Et les visages de ces mouvements de jeunesse, médiatiquement, ceux qui vont sur les plateaux télé, sur les chaînes d'info, on continue, ce sont souvent des visages un peu séduisants, pas séduisants en mode BG, tu vois, dans le sens où contrairement aux militants du Front National qui étaient vieux et en habits militaires coloniaux hyper stricts et guindés et effrayants, eux ils sont séduisants, ils sont éloquents, ils sont entre guillemets éduqués. Par exemple, Florent Philippot, c'était un énarque. Ou Marion Maréchal Le Pen, c'était déjà une femme. C'est très important à l'extrême droite parce que souvent le vote du Front National, il est très masculin. Et c'est une femme, voilà, belle, blonde, je sais pas si elle a les yeux bleus, mais bon, elle est fraîche, quoi. Et elle fait pas peur au grand public. Donc voilà. Non, non, nous, elle nous terrifie, Nous, évidemment. non, nous, oui, oui, tout à fait. Oui, Mais oui. c'est vrai que voilà, Jean-Marie Le Pen était très associé à l'Algérie française. Et même si dans son discours, elle est évidemment sur la même ligne identitaire et dure que son grand-père, elle n'est pas du tout perçue de la même manière, quoi. Absolument, absolument. Et Bastien, il n'est pas perçu comme ça. Et on sent d'ailleurs un peu de classisme dans la manière dont il est perçu par son référent à Amiens, qui lui porte la cravate depuis bien longtemps, et qui ressemble à ces jeunes correspondant plus à l'image que veut se faire le parti. Des fois, désolé de dire comme ça, mais il le prend un peu comme un bouffon, quoi, ça se sent en fait. Enfin bon, en conclusion, on va voir ce jeune militant naviguer entre son passé violent et incompatible avec le nouveau FN et ses désirs politiciens et le fait qu'il lui manque en fait des codes sociaux pour survivre dans un environnement assez élitiste. Donc non, ne vous inquiétez pas, on ne le prend pas en pitié. Mais pendant 1h37, on baisse la garde et on découvre les motivations et les contradictions d'un jeune qui veut voter FN. Et c'est vraiment fascinant et ça permet une sorte de dialogue. Et en vrai, ça on dit preach. Exactement, preach. Preach, preach. C'est qu'elle ouvre tous ses chakras, hein, celle-là. Bah ouais, 2022, meuf, hein, on ouvre tout, bim bam boum. Bon, bah écoute, merci meuf, ça donne carrément envie de faire la paix avec presque tout le monde. Presque. Et oui, elles sont dit preach. Et voilà, j'aime bien le mood qu'on installe là, et on va essayer de rester dans la joie et la bonne humeur pour ce sujet gay, comme on l'a dit, et pour parler plus concrètement de l'histoire de la montée de l'extrême droite dans notre pays. C'est parti. Alors effectivement, l'extrême droite, c'est une grosse expression assez vague, qui est pas hyper claire. Et alors en fait, je voulais commencer par vous donner une définition précise, mais il y en a pas. Genre, il y a des trucs un peu, enfin, sur Larousse, internet, enfin, vous pouvez taper extrême droite sur internet, il y a 1000 définitions, il n'y en a pas une seule qui est stricte, et en fait, tout le monde est assez d'accord pour dire que l'expression elle-même n'a pas de définition stricte, mais qu'il y a un consensus commun qui veut dire qu'en fait, on a convenu que l'extrême droite, c'est un courant politique contre-révolutionnaire qui prône des valeurs conservatrices, religieuses, culturelles et nationalistes, tout en entretenant une idéologie xénophobe. Rien que ça. Voilà. Bonne C'est comme ça qu'on va le résumer. Bonne ambiance. Alors, est-ce que tu peux utiliser, ou est-ce que tu veux utiliser la machine à remonter le temps pour nous dire quand les mouvements d'extrême droite sont nés en France? Bon, pas quand. Je vais enlever le vœu, parce que tu vas dire non. Non, effectivement, je vais pas utiliser la machine à remonter le temps, hein. Tu l'as bien deviné, c'est bien. Mais on va quand même remonter dans le temps tout à fait manuellement, quoi. Donc en fait, ouais, l'extrême droite, c'est pas du tout récent. Et tous les historiens politiques s'accordent pour dire que c'est justement au lendemain de la Révolution française qu'elle est née, en fait. Enfin, que l'expression d'extrême droite et cette notion est née. Et donc, en fait, c'est d'ailleurs très intéressant, après la Révolution française, que les appellations gauche et droite sont nées. Donc, pour la petite anecdote, parce que j'ai lu qu'en 1872, quand les députés étaient à l'Assemblée, ils se plaçaient à droite et à gauche du président selon une répartition. Et donc, ceux qui étaient à gauche étaient ceux contre les anciens principes, et à droite, ceux pour les nouveaux principes. Et donc, tout au bout du banc de droite se tenaient les aristos, les monarchistes et les représentants du clergé. Oh, sympa, hein, sympa comme anecdote. Et donc, bref, après l'instauration de la République, deux événements ont encouragé la formation d'une extrême droite.
Donc il y a un premier événement, le premier événement c'était le boulangisme. Alors non, ce n'est pas une affaire de brioche ou de baguette, Allez là. et c'est un mouvement politique de la fin du 19e siècle nommé après Georges Boulanger, qui est un militaire aux idées bien tranchées, qui a construit son succès autour de 2 idées, la patrie et le peuple. Et bon, on va pas rentrer dans le détail parce qu'on en aurait pour 3 heures, mais c'était un général qui voulait se venger de la défaite contre la Prusse, ancienne Allemagne, en mettant fin au régime parlementaire. Bon, ça n'a pas été très concluant, il a fini par... C'est toujours des haters. Ouais. C'est toujours des haters, les gens d'extrême droite. Mais bon, il a fini par se suicider sur la tombe de sa maîtresse en Belgique. Oh my god. Ouais. Pardon. Donc ça a été une grande figure en fait des débuts de l'extrême droite. Parce qu'il a initié en fait tout un petit courant de pensée, et suite à ça, il y a eu l'affaire Dreyfus, et donc avec la fausse accusation d'un capitaine juif alsacien, et donc voilà, l'affaire Dreyfus qui a pris une ampleur énorme, et qui a un peu aussi assise l'extrême droite dans ses premières convictions. Donc suite à ces affaires, d'ailleurs, dès la fin du 19e siècle, et ce jusqu'en 1930-1940, il y a beaucoup de groupes d'intellectuels, souvent des anciens combattants d'ailleurs, qui se sont petit à petit mis à se rassembler afin de trouver ensemble un moyen de renverser la République parlementaire et ses nouvelles réformes. Et donc en fait, leur haine est nourrie par le conservatisme, la xénophobie, la fierté des guerres passées, etc. Et donc c'est là que vont être créées ce qu'on appelle des ligues. Donc Ligue des Patriotes, Ligue des Patries françaises, Ligue d'Action française. Donc... Ça existe encore, c'est l'Action française d'ailleurs. Ouais, mais ils n'étaient pas hyper imaginatifs sur les noms de leurs ligues. Mais voilà, en groupe, c'était des groupes d'hommes blancs qui voulaient revenir à une petite monarchie, ou voilà, une sélection en tout cas, qui n'était pas démocratique. Et en 1940, évidemment, apogée de l'extrême droite avec la France de Vichy, qui était dirigée par le maréchal Pétain et les collabos. Et donc là, il mène une politique ouvertement xénophobe, antisémite, capitaliste, et il est même rejoint par des sympathisants monarchistes. Donc en fait, la fin de la Seconde Guerre mondiale, heureusement pour nous tous, où maréchal Pétain perd, et donc la fin de cette Seconde Guerre mondiale permet aussi le déclin de l'extrême droite. Et à part quelques petits groupuscules néo-nazis ou aussi anti-américains, mais ça ce sera plus tard pendant la guerre froide, le mouvement politique de l'extrême droite est assez marginal en fait. Il fait vraiment pas bon vivre d'être de l'extrême droite à ce moment-là. Pas bonne ambiance quoi. Non, pas bon délire. Ben, merci beaucoup pour ce résumé, meuf. Ça montre quand même les racines de l'extrême droite et ça permet quand même de contrer les gens qui disent aujourd'hui, parce que c'est ce que Zemmour et d'autres disent aujourd'hui, il n'y a pas d'extrême droite aujourd'hui en France. Et quand tu décris l'extrême droite de l'après-révolution et pendant le XXe siècle, c'est exactement ce qu'il régurgite encore aujourd'hui. Donc merci beaucoup. De rien. Donc ça, c'était l'historique de l'extrême droite. Mais celle qu'on connaît aujourd'hui, la droite de Le Pen ou Zemmour, elle est plus récente. Comment tu la places? Qu'est-ce qu'on en fait, celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est évidemment, comme on disait, en fait, pour nous, l'extrême droite, c'est Le Pen, ça remonte quand même un peu, et il faut qu'on se resitue ça dans le contexte de la guerre d'Algérie qui a débuté en 1954. Et alors, figurez-vous qu'en 1956, un certain monsieur qui s'appelle Jean-Marie Le Pen, je connais pas. devient député de la Seine à l'Assemblée nationale. Sa candidature est soutenue par un commerçant syndicaliste du sud de la France qui s'appelle Pierre Poujade. Donc en soi, c'est un nom qui a l'air sympathique, moi je trouve, de prime abord, Pierre Poujade. Tout rond, tout voilà. Bah oui. Mais en fait, il n'était pas du tout très sympa, ce gars. C'était un mec qui était révolté par les contrôles fiscaux, où déjà, c'était des gros rats à cette époque-là. Et qui est obsédé par la théorie du grand remplacement, même si cette expression n'existait pas à l'époque. Mais bon, par exemple, ce Pierre Poujade a quand même dit « les métèques parasites qui campent sur notre sol », en parlant du coup des Algériens qui étaient sur le sol français, quoi. Bah ouais, mais pourquoi pas. Voilà. Hein, et donc, assez rapidement, les désagréments fiscaux qui étaient la motivation première de Pierre Poujade et de ses acolytes, en fait, ils deviennent tout au second plan par rapport à la menace étrangère, on va dire. Et Poujade, donc, est particulièrement soutenu par les partisans de l'Algérie française, les grands nostalgiques. Et donc on a même appelé ce petit mouvement le poujadisme. Bref, ça c'était un peu pour situer. Donc Jean-Marie Le Pen arrive en député à l'Assemblée nationale, poussé par ce mouvement. Suite à quoi Le Pen trace tranquillement son chemin, en s'associant avec des gens plutôt douteux, on va dire. Et en 65, par exemple, il dirige la campagne présidentielle de Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Et alors là, c'est une anecdote que je trouve très drôle, c'est que ce mec, c'était quand même un avocat, donc haute fonction intellectuelle, quoi. Un avocat d'extrême droite qui, en 73, a organisé une expédition pour déterrer le cercueil de Pétain, pour le réhabiliter et transférer sa dépouille à Douaumont. Mais c'est d'un glauque. Douaumont, pardon. Mais c'est glauque. C'est hyper glauque. C'est des ouf. Bon, évidemment, c'était un fiasco, hein.
Mais comment ça, c'était un fiasco? Genre, ils ont pas réussi à le. Non, mais ils ont déterré le cercueil, mais ils l'ont ramené avec un Volkswagen, mais il était pendant 3 jours à Paris, ils se sont fait choper par les flics, enfin, c'était n'importe quoi. Oh là là. Bref, donc voilà, tout ça pour dire que donc, Le Pen gravite autour de ce genre de personnes d'extrême droite et des groupuscules, notamment d'un qui s'appelle Ordre Nouveau, qui a été né en 69. Et leur devise d'ailleurs à Ordre Nouveau, c'est la renaissance du patriotisme, la promotion d'une hiérarchie des valeurs, ainsi que la restauration familiale et éducative. Rien que ça. Donc c'est une organisation qui rassemble, voilà, encore une fois, tous les nostalgiques, notamment de l'Algérie française. Cette organisation qui elle-même découle d'un mouvement d'extrême droite encore plus ancien, qui s'appelait Occident, qui a été un groupe antidémocratique, ouvertement raciste, fasciste, nationaliste. Toujours bonne ambiance, hein. Toujours, ouais. Et donc pour eux d'ailleurs, pour Occident, en fait, les élections devaient être remplacées par une sélection des meilleurs éléments de la communauté populaire en vue de constituer une nouvelle élite fondée sur le mérite et les talents. Donc voilà, enfin on est dans une oligarchie, quoi. Ouais, une oligarchie, ouais. On est dans des trucs très eugénistes aussi, enfin bref. Encore une fois, Bombay, la bande de Le Pen, quoi. Donc en 72, Jean-Marie Le Pen crée le Front National. Yes. Et d'ailleurs, meuf, savais-tu que le dépôt des statuts de l'association en préfecture a été effectué par Pierre Bousquet, qui est quand même un ancien Waffen-SS, hein. J'avais entendu, oui, j'ai l'impression que c'est une info qui s'est perdue, ouais, qui a plus trop d'impact. Mais ouais, donc le FN de 72 se présentait comme alors une droite sociale, populaire, nationale, avec le slogan défendre les Français. Donc pourquoi pas? Ouais, en soi, bon, ça peut le faire, quoi. Bon, surtout pourquoi pas, surtout pas. Mais alors concrètement, leur combat, c'était alors défendre le patronat. Voilà. Ça, faut pas l'oublier. C'est ça leurs origines, c'est défendre le patronat, réduire le service public, interdire l'avortement et bien sûr, évidemment, le All-Star, hein, la réduction de l'immigration. Ça bouge pas, c'est une constante. C'est ça le vrai FN. C'est ça, et oui, et l'avortement, c'est-à-dire tous les droits des femmes à ce moment-là. On parle même pas des droits des personnes homosexuelles ou... voilà, ils en parlent même pas d'ailleurs. Enfin, voilà, c'est un truc qui ne rentre pas dans leur ligne de mire, quoi. Et d'ailleurs, au tout début, quand ils ont créé le Front National, c'était pas un énorme succès, hein. C'était un peu la dèche dans les années 70-80. Mais comme t'as dit, c'est pas bon vivre, quoi. Non, enfin, c'était pas au top de la popularité. Pas non. Pas comme aujourd'hui, quoi. Et d'ailleurs, Le Pen se présente aux élections présidentielles de 74 et perd avec 0,75% des voix, quand même. Voilà, le bon vieux ça, sang, quoi. C'est utopique pour moi, ça. Donc c'est l'année où il y a Valéry Giscard d'Estaing. C'est moins qu'Anne Hidalgo, t'as vu ça? Ouais. Voilà, c'est un shot gratuit. Mais même donc si c'est un échec cuisant, ça lui permet de devenir la figure politique de l'extrême droite, quoi. Yes. D'au moins s'être présenté dans les médias. Et d'ailleurs, sur les élections suivantes, qui seront cantonales, municipales, européennes, le Front National fait des petits scores, mais son parti a tout de même une présence à chaque fois dans les élections. Et en fait, malheureusement, le truc qui a peut-être permis à la droite d'accroître aussi vite son rayonnement, c'est paradoxalement en 1980, Mitterrand qui arrive au pouvoir. Et Mitterrand qui est de gauche, enfin du Parti Socialiste. On va se faire des potes, nous. Donc pour les gens plus libéraux, là soudainement on a un gaucho à la tête du pays et rien ne va. Et du côté des minorités raciales, surtout maghrébines, elles commencent en plus à être visibilisées. Il y avait beaucoup de mouvements de revendication qui demandaient reconnaissance et compensation suite à la colonisation de l'Algérie, au protectorat français, au Maroc, en Tunisie, et donc à la guerre d'Algérie en 54-62, quoi. Ouais, bien sûr. Et 83, c'est la date clé de la marche pour l'égalité contre le racisme, aussi appelée marche des beurs, mais plus personne dit ça. Ouais. Et voilà, c'était la grande époque des SOS racisme. Enfin voilà, comme tu as dit, il y a une visibilisation de l'antiracisme en réaction aux idées à la montée du FN. Exactement. Et ce genre d'événements, les nostalgiques de l'Algérie française. Ça fait bonne ambiance, CSP+. Ouais. Et n'était pas du tout fan, quoi. Et en gros, le FN continue son bout de chemin en revendiquant en parallèle son positionnement nationaliste. Petit à petit, donc il y a des idéaux qui s'installent, et notamment, il y a des régions en PACA où plusieurs mairies deviennent FN en 95. Et d'ailleurs, en parallèle, Le Pen devient petit à petit aussi un pro des médias, des sorties polémiques, de la controverse, enfin voilà, de tout ce qui fait du buzz, quoi. Mais ça, on le connaît. Puis en 2002, soudainement, c'est le drame. Patatras. Ouais. Le FN, qui jusque-là était un peu des chieurs, mais des petits joueurs, ils prennent une toute autre position, puisqu'on se retrouve avec un second tour Chirac-Le Pen au présidentiel. Et là, bon, il n'est pas élu, hein, mais ça commence à puer un peu sévère, quoi. Mais c'est fou quand même, mais en vrai, faut parler quand même de l'impact de Le Pen sur les droites d'aujourd'hui, tu vois. Enfin, même l'extrême droite, bien sûr, mais même les droites. Ouais, et en fait, c'est pas fini, parce qu'il y a un autre gars qui commence à nous déranger à cette époque-là. Est-ce que tu devines qui c'est? Ça commence par un S. Je pense que j'ai une petite idée.
Ça commence par un Y. Non, pas un S. Ça finit. Non, mais oui, notre pote Sarko, ouais. Yep. Ouais. Donc Sarkozy, Nicolas Sarkozy, qui est d'abord... Le Pen, c'est pas que l'extrême droite, quoi. C'est une influence sur toutes les droites. C'est ça le problème de ce pays. Donc oui, Sarko, pardon. Bah non, mais pas de souci. Sarkozy qui commence en étant ministre de l'Intérieur, d'abord de 2002 à 2004, puis de 2005 à 2007. Et en fait, quand il est au ministère de l'Intérieur, il développe des systèmes de fichage, il encourage une pénalisation très très stricte et sévère de tous les délits, hein, même les plus mineurs, donc ce qui fait qu'après on a des prisons aussi qui sont bondées pour des gens avec qui ont pas fait grand-chose. Qui avaient du shit sur eux, quoi. Ouais, exactement. Et en plus de ça, il y a un fort encouragement à la police à pénaliser d'autant plus ces personnes-là, qui sont souvent évidemment des personnes stigmatisées ou racisées. Il encourage aussi discrètement une angoisse envers les banlieues et ses habitants. Il mène donc, comme j'ai dit, une politique de tolérance zéro, mais pour ceux qui menacent la sécurité des Français. Et par exemple, il cite en premier lieu les gens du voyage, les jeunes des banlieues, les immigrés illégaux. Alors que, quelle est la menace dans des gens du voyage, on ne sait pas trop. C'est un grand professionnel des amalgames, quoi, le Sarkozy. En 2006, il défend la loi relative à l'immigration et à l'intégration pour défendre une, je cite, immigration choisie au lieu d'une immigration subie. Comme si, les gens qui traversaient la mer en bateau, ils subissaient rien du tout, hein. Et en gros, on devient encore plus restrictif avec les sans-papiers, avec le regroupement familial aussi, quoi. Absolument. Et Sarkozy, il avait déjà une ambition présidentielle, hein, tout le monde le sait, donc il a commencé à s'implanter médiatiquement. Et comment tu fais pour t'implanter médiatiquement? Tu lances des petites phrases. Ouais. Alors, il y en avait quelques-unes assez connues, donc pour votre plaisir, on va vous les rappeler. On peut se rappeler d'une phrase qui est sortie en 2005 quand il était parti visiter la cité des 4000 à la Courneuve. Et il avait sorti la fameuse phrase sur le Karcher. « Dès demain, on va nettoyer au Karcher la cité, on y mettra les effectifs nécessaires et le temps qu'il faudra. » Mais ça sera nettoyé. Il faut quand même se rendre compte du vocabulaire employé. Quelques mois plus tard, il était parti à Argenteuil, il avait sorti à une dame vous en avez assez, hein, vous en avez assez de cette bande de racailles, eh bien on va vous en débarrasser. Donc voilà. Donc ça présageait quand même de l'immense violence du quinquennat de Sarkozy, quoi. Ouais, et à ce moment-là, Sarkozy n'est que, si je puis dire, ministre, et donc voilà, c'est très très clair sur quelles sont ses ambitions et ses valeurs sociales, quoi. Donc ce comportement qui flirte... Ah, je suis morte. Oh, des gamines. On avait besoin d'un petit truc pour détendre l'atmosphère. Alors, ce comportement qui flirte... qui flirte avec l'extrême droite, lui vaut évidemment la sympathie des électeurs du FN, tout en conservant, en plus de ça, ses partisans de base républicains et libéraux, qui étaient déjà derrière lui, quoi. Et le pire arrive quand il est élu en 2007 et mène jusqu'en 2012 une politique hyper stigmatisante et violente envers les minorités et envers les plus pauvres. Donc avec élargissement des possibilités d'échange de nationalité, expulsion de Roms, violences et crimes policiers dans les banlieues, évidemment la liste est clairement non exhaustive, quoi. Et il va aussi commencer la love story avec les flics en leur octroyant une immunité tacite, ce qui est notre gros problème aujourd'hui, parce qu'ils agissent vraiment en toute impunité, quoi. Donc merci Sarko. Ouais, c'est pas du tout nouveau. Et donc, en parallèle de Sarkozy qui mène son quinquennat, on a Jean-Marie Le Pen qui quitte la présidence du FN, qui est reprise par sa fille, Marine Le Pen. Donc là, le parti, en fait, retrouve un peu du poil de la bête. Parce qu'elle est plus calme et plus réfléchie que son père qui commence, lui, à dire des dingueries et c'est une femme. Et c'est une femme aussi. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on reprend, ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de la cravate. C'est vrai qu'elle offre au parti une meilleure crédibilité, quoi. Et elle est accompagnée de Louis Alliot et Florent Philippot qui optent ensemble pour une communication qui véhicule un parti aux idées d'apparence moins radicales, plus modernes, plus sexy. Comme Cottou le disait avec la cravate, on éloigne des gens identifiés comme trop extrêmes du Front National pour adoucir leur image, comme par exemple les partisans de jeunesse identitaire. Et évidemment, en sous-texte, la question identitaire reste leur fond de commerce, comme l'interdiction à l'IVG ou l'interdiction du mariage homosexuel ou toutes ces choses-là, quoi. Absolument, et on peut vraiment mettre en corrélation puisqu'on peut parler d'une explosion quand même du FN avec l'arrivée d'Hollande. C'est fou quand même à chaque fois quand la gauche arrive au pouvoir, ça réveille quelque chose dans les tréfonds de la France, quoi. Ouais. Et en plus de ça, Hollande, le pauvre, c'est qu'il a quand même eu les attentats qui ont été des gros accélères de droitisation 2014-2015. Et les thématiques, du coup, sécuritaires et identitaires sont revenues en force au premier plan de tous les débats. Donc là, on veut une réduction de la violence qui devient la priorité numéro 1.
En France, tous les politiciens redoutent l'islam, on stigmatise les musulmans, on se tourne vers les populations les moins favorisées, les plus démunies pour chercher des coupables, des agresseurs. Le mot délinquance, qui est un mot en fait fourre-tout qui ne veut rien dire, revient dans la bouche de tous les politiciens et pareil, encore une fois, tous les médias. Donc la peur devient le maître mot des débats et des discussions, et c'est encore une fois le règne de l'amalgame. Et même à gauche, hein. Ouais, même à gauche, Même à tout gauche, à fait. c'était ça le drame. Et en fait, ce qui est problématique, c'est que là, à la tête du pouvoir, on a un président certes de gauche, mais qui n'est pas charismatique, qui est lâché par les siens, et qui est face à des événements qui le dépassent. Et il finit lui-même par accepter donc des mesures drastiques de droite, comme par exemple la déchéance de nationalité. Ça, on n'a pas oublié. Hein. Ouais. Ça... Ouais. Et puis, bah, malheureusement, on connaît la suite. Ouais, 2017, Macron-Le Pen. Ouais. C'est un drame, genre vraiment. Ouais, c'est un drame. Et là, Le Pen ne perd pas avec 0,75% des voix, mais avec 33% des voix, ce qui est un score énorme. Ouais, qui a redonné une grande force à l'extrême droite. Et qui ensuite, en plus de ça, cette confrontation Emmanuel Macron-Marine Le Pen a achevé la gauche, qui avait déjà été bien affaiblie après les élections de Hollande. Donc là, pour ces prochaines élections, on n'a plus de gauche, puisqu'aucune alliance n'est envisagée, et que nous n'avons en plus aucune figure de confiance de ce côté-là. Et même Mélenchon, qui peut-être restait le plus populaire, entre guillemets, est très clivant au sein de la gauche. Et à côté, en parallèle, on a Macron, avec ses politiques aussi violentes socialement et économiquement, qui a perdu toute mini-sympathie des gauchos, et qui n'a plus d'autre... parce qu'il y en avait une de base. Ouais. Et qui n'a plus d'autre choix que de draguer la droite en engageant davantage de mesures de droite. Absolument. Donc voilà, ces prochaines élections, en fait, on a un espèce de dégradé de droite, de Macron jusqu'à Zemmour. 50 nuances de droite. Voilà, en passant par Le Pen. Et entre Emmanuel Macron, Zemmour, Marine Le Pen, on a quand même 3 figures autoritaires hyper flippantes qui se déchirent à un même électorat, quoi. Bravo! Non, c'était un sujet tellement large. Là, vraiment, ça nous donne vraiment une vision large pour comprendre ce qui est en train de se jouer en ce moment, quoi. Donc, merci beaucoup. Et manque plus qu'à. Ouais. Manque plus qu'à, voilà. Manque plus qu'à. ouais, non, c'était vrai que c'est un sujet qui est... on pourrait en parler pendant des heures entières. Donc là, on a essayé de faire une espèce de mini-résumé, mais évidemment... l'extrême droite, ça s'est joué dans 1000 choses dans le passé et c'est très compliqué, quoi. Absolument. Voilà, bon, écoute, on va approfondir le sujet maintenant si tu le veux bien, Kotou. Je veux bien. Avec une petite analyse que tu nous as concoctée sur le rôle de la fameuse chaîne CNews et donc du système Bolloré. Sachez que Sarah ne regarde absolument pas la télé, elle n'en a même pas une chez elle. Mais comme tout le monde, elle sait très bien ce qu'est CNews. Malheureusement, ouais. J'ai l'impression que c'est pas possible d'échapper à cette chaîne. Alors, tous les jours, ça crée la polémique. Et c'est d'ailleurs devenu le sujet d'information à défaut d'en donner un, quoi. Ça tire à balles réelles, ça commence bien. Mais ouais, ta réaction est symptomatique. C'est une chaîne qui antagonise, qui génère des critiques extrêmement vives et à juste titre. Donc voilà, donc parler de la montée de l'extrême droite de notre pays sans mentionner le rôle de CNews, c'est comme parler de la destruction du rap mainstream sans mentionner Florida. Je sais pas si les anciens C'était trop bien ça. Évidemment, je savais que tu avais kiffé. Mais voilà. C'est obligé d'en parler. Alors, pour moi, cette chaîne d'infos entre guillemets évidemment, elle est symptomatique du fonctionnement de nos médias en général, notamment vis-à-vis de leur concentration problématique par des individus avec des agendas politiques et des bouleversements éditoriaux que nous connaissons en ce moment dans le PAF. Donc le PAF, le paysage audiovisuel français. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, il était une fois iTélé. iTélé est une chaîne qui a été créée en 1999 et qui devait concurrencer LCI, la petite chaîne d'infos de TF1, qui avait été créée 5 ans auparavant. C'était une sorte de chaîne assez premium d'infos, vraiment un peu à l'image de Canal+, et tout, qui n'avait en rien la ligne éditoriale d'aujourd'hui. Depuis 2005, c'est la concurrente directe de BFM TV, et étonnamment, le goal, le but de la chaîne, était de viser les CSP+, avec donc une ligne éditoriale centrée autour de sujets économiques et géopolitiques. D'accord ? Mais tout a changé en 2016. La chaîne traverse une grève jamais vue dans les médias depuis 1968 et jamais vue tout court dans le secteur audiovisuel privé. Pendant 31 jours, Sarah. 31 jours. La rédaction d'ITélé va se mobiliser contre le maintien d'un certain Morandini. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Vaguement. Donc il protestait contre son maintien à l'antenne malgré de nombreuses affaires de mœurs. Alors c'est un euphémisme, on parlait d'agression sexuelle sur mineurs, tout ça, hein, voilà.
Il se mobilisait aussi contre une réduction drastique des moyens et la fameuse arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante mise en place par un certain Vincent Bolloré, qui venait de racheter le groupe Canal, dont dépendait iTélé. La rédaction d'iTélé voulait une garantie d'indépendance. Bolloré a refusé et, meuf, sur 120 journalistes, devine combien ont démissionné? Aucune idée. Une centaine, 100 journalistes. Donc voilà, alors qu'elle voulait devenir un peu la prochaine CNN, iTélé s'inspire maintenant du succès de Fox News, qui a eu un rôle prépondérant dans l'élection de Trump, et opère un virage violent à droite, voire à l'extrême droite. Et en 2017, iTélé devient CNews. Donc voilà pour la petite histoire. On dirait que Dodo, allez, ciao. On dirait que tu racontes la naissance genre du Joker, quoi. Ok, bah merci, meuf. Bon petit résumé. Et moi, c'est vrai qu'en fait, du coup, j'ai jamais regardé la chaîne, enfin, par extrait, parce que c'est horrible. Mais je connais pourtant des émissions phares qui illustrent ce virement à droite, genre comme L'heure des pros, présenté par Pascal Praud, qui est maintenant entouré tous les matins de chroniqueurs à grande majorité d'extrême droite, pardon, comme Yvan Riofol du Figaro ou Elisabeth Lévy de Causeur. Totalement. Et tu sais, c'était pas le cas au début. Hein. Tu sais, je me rappelle d'une émission avec Rokhaya Diallo. Hein, Rokhaya Diallo, elle arrive à CNews, elle rentre pas, frère. Long time ago, ça. Voilà, mais en fait, le truc, c'est qu'à mesure que la chaîne se radicalisait, elle est devenue de plus en plus infréquentable et les profils ont commencé à très franchement se droitiser. D'ailleurs, il y a de nombreux appels au boycott. Par exemple, les Verts ne vont plus du tout sur CNews. Même des marques comme Decathlon refusent d'y mettre des plages de publicité. Et le tournant le plus violent, évidemment, était la venue de Zemmour sur la chaîne. Il avait déjà officié sur CNews, enfin iTélé, il était en débat face à quelqu'un. Tu vois ce que je veux te dire? Mais là, il est arrivé en majesté sur CNews à 19h, c'est l'heure des prime time des chaînes d'info. Et il a eu droit à une émission construite, meuf, autour de lui, sans réelle contradiction. Tu vois, Christine Kelly, elle passe les plats, littéralement, et il a 3 autres chroniqueurs autour de lui, on dirait c'est laqué. Genre, je dis ça sans exagérer. Mais il avait eu des sanctions, non, après, parce qu'il avait lâché des dingueries, non? Absolument. Il avait eu des mises en demeure, des amendes, mais il a jamais été lâché. Mais c'est normal parce que tout le monde sait que Zemmour était un proche de Bolloré. Et en fait, il faut savoir que dans cette histoire, le rôle principal, c'est Bolloré. C'est pas Zemmour. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Bolloré, c'est un homme d'affaires milliardaire qui a un empire notamment en Afrique, dans les transports et la logistique maritime, dans l'agriculture, notamment au Cameroun, dans des plantations d'huile de palme. Ses affaires sur le continent sont très très violemment critiquées, notamment à cause d'accusations de corruption et des conséquences écologiques de ses business sur les habitants. Mais c'est pas tout. Il a, comme vous avez compris, un empire médiatique parce qu'il est actionnaire du groupe Canal, de Havas, de Vivendi ou encore d'instituts de sondage comme ceux du CSA. Ah oui, il vend du vin aussi. Enfin, non, c'est incroyable. Et il est présent sur 127 pays. Il emploie 81 000 personnes. Il réalise un chiffre d'affaires de 23 milliards par an. C'est la 14e fortune française. Voilà, il a 6 milliards de fortune personnelle. C'est une personne extrêmement puissante. C'est hyper effrayant. Ouais. Mais du coup, il a une énorme influence médiatique, économique, géopolitique, même écologique, sociale, enfin tout quoi. Ouais. Et est-ce qu'il fait ça que pour l'argent? Oui, bien sûr, ça, évidemment. Il va d'ailleurs là où le vent le mène, c'est-à-dire que des fois il peut soutenir Hidalgo, il peut soutenir Sarkozy, mais ce qu'il faut savoir de Bolloré, c'est que en réalité, il a de très profondes convictions politiques. Tu vois, il est connu en fait pour être proche de mouvances bretonnes, parce qu'il est breton, d'extrême droite. Et il serait un partisan d'un catholicisme identitaire et traditionnaliste. Donc c'est pas que pour le fric. C'est une conviction profonde qu'il diffuse dans les canaux d'information qu'il détient, à l'instar d'un autre milliardaire qui s'appelle Rupert Murdoch. Je sais pas si tu le connais, c'est un milliardaire australien qui détient un empire médiatique, notamment il détient aussi la chaîne Fox News, et c'est quelqu'un qui ces 30 dernières années a complètement changé le monde des médias, sa manière de gérer les médias a encouragé encore plus de sensationnalisme, de la tabloïsation et la droitisation de l'information. D'ailleurs, je tiens à faire une petite aparté, quand on parle de droitisation, il faut qu'on soit tous au courant de ce qui est en train de se passer en ce moment idéologiquement. J'écoutais récemment une interview de Génie Bastier, qui est une meuf qui fait partie de cette génération, tu sais, de jeunes intellectuels d'extrême droite qui arrivent à imposer dans le débat public leurs obsessions. Elle vendait son dernier livre qui s'appelle La guerre des idées, et elle disait texto dans cette interview qu'elle pratiquait un gramscisme de droite. Alors, le gramscisme, c'est en gros une idéologie qui a été développée par un monsieur qui s'appelait Gramsci,
C'était un communiste qui luttait contre l'Italie de Mussolini, donc contre le fascisme, et il a théorisé l'importance de la bataille culturelle et des idées. Il disait en gros que pour gagner politiquement, il fallait d'abord imposer les idées de gauche en menant une bataille idéologique. Et on peut dire qu'après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, ce sont idéologiquement les intellectuels de gauche qui dominaient le débat public. Mais aujourd'hui, et pas qu'en France d'ailleurs, la gauche est dans un espèce de coma, on va dire, pour être poli, et c'est le moment que la droite a choisi pour mener cette bataille idéologique. Et comme nous le voyons, elle y arrive. L'extrême droite représente dans les sondages 35% de l'électorat non abstentionniste pour les élections de 2022. Donc tout ça, hein, tout cet appareil médiatique, politique, financier et idéologique, c'est en train de créer un monstre en fait. J'ai trop peur, Coutou. À qui le dis-tu? Et puis attends, c'est pas fini parce que sinon c'est pas drôle. Ça pose un réel problème en fait. Ça pose un réel problème démocratique parce que au-delà de Bolloré, ça pose la question de la concentration des médias. Il y a beaucoup d'industriels qui possèdent des groupes de médias et qui arrivent à imposer un agenda politique et médiatique en faveur de leurs affaires, évidemment. C'est-à-dire que si jamais il y a des affaires en rapport avec leurs entreprises, ils essaient de faire en sorte que ce soit étouffé dans les médias qu'ils détiennent. Donc c'est un réel problème démocratique. Et parfois, ils arrivent à imposer un agenda politique guidé par leurs convictions personnelles, en fait. Donc, on sait que Bouygues détient TF1, on sait que Dassault détient Le Figaro, que Bernard Arnault détient Le Parisien ou Challenge. Et je donne juste des petits exemples parce qu'on n'a pas le temps, quoi, mais c'est assez incroyable. Alors, il y a quelques voix qui s'élèvent contre cette espèce de raz de marée qui paraît inéluctable. On sait par exemple qu'en vue de la possible fusion entre TF1 et M6, il a été révélé qu'une commission sur la question de la concentration des médias a été lancée fin novembre pour réfléchir à des mesures permettant de contrôler ces réseaux d'influence. Mais moi, je trouve que face à ce danger, je trouve que la mobilisation, elle n'est pas très forte, meuf. Je trouve que c'est un réel danger. Et ça devient vraiment compliqué de s'informer, quoi. Donc voilà. Et si tu veux encore plus angoisser, ma chère Sarah, avec plaisir. Voilà. Pour approfondir la question, je te conseille le film documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde, sorti en 2012 et réalisé par Gilles Balbastre et Yannick Kergoat. Big up à lui parce que je sais qu'il nous écoute. Donc c'est un film qui analyse ces réseaux d'influence. Et je vous conseille aussi la série The Loudest Voice avec Russell Crowe. Il incarne Roger Ailes. Il faut savoir que Roger Ailes a été le faiseur d'opinion d'extrême droite le plus puissant aux États-Unis. C'était le directeur historique de Fox News. Il a été placé là par notre fameux milliardaire australien Rupert Murdoch. Et on y découvre la création et les coulisses de Fox News qui, comme on vous l'a dit, a eu un rôle énorme dans l'élection de Donald Trump. Voilà. Bah alors attends, Coutou, tu me voles ma chronique culture recommandation et tu te permets de refaire encore des recommandations. Sorry, on s'arrête plus, meuf, désolée. Non mais merci, meuf. C'était hyper dense, mais très, très intéressant. Et par contre, tu nous as déprimés de ouf. Désolée, je sais. Mais alors, attends, pour rentrer en 2022, avec le meilleur mood au monde, j'ai une idée. La communion? Mais oui, mais tu sais qu'avec toutes tes conneries, je l'avais oublié, meuf. Mais ouais, pareil. Ok, bon bah, joignons-nous pour jeter dans l'univers nos vœux pour 2022. Et ça rime. Exactement. Mon premier vœu, c'est que mon téléphone arrête de se décharger toutes les 2 secondes quand il fait moins de 10 degrés. Parce que là, on va pas passer l'hiver, en fait. Je te rejoins, moi aussi, c'est un truc électronique. En fait, bon, personne ne pourra m'aider. Il n'y a que moi qui pourra m'aider et le Seigneur, je pense. Il faudra que j'arrive à retrouver, en fait, les écouteurs à 10 balles qui sont sans marque et qu'on trouve seulement, vous savez, dans les taxifums, là, dans les Lika Mobile. Voilà, tu connais les bails. Ce sont les meilleurs écouteurs pour mon faux Samsung, mais je les trouve plus et c'est vraiment un drame parce que tu sais, ils ont un son plein et ça remplit mes oreilles, ça me détruit mes oreilles, mais voilà, faut que j'arrive à les retrouver, donc voilà. Je jette ça dans l'univers. Bah moi pareil aussi, c'est un truc que j'ai perdu, que je ne trouve plus, et donc je souhaiterais que Monoprix se remette à vendre mon vernis gris. Parce que voilà, c'était une teinte de gris que je ne trouve que chez les vernis Monoprix et qu'ils ont arrêté de faire. Ouais, c'est une religion le vernis pour Sarah, je sais pas si tu es au courant, elle a jamais des mains sans vernis, donc je comprends ce dilemme. Merci. Alors moi j'ai un dilemme vraiment très important. Alors j'ai besoin qu'un designer crée une marque de chariot de course cool en fait. Parce qu'en fait, les plus solides, je vais m'expliquer. Les plus solides sont ceux avec le design quadrillé que les vieilles traînent dans les magasins là. Tu vois, les petits chariots. Mais oui, tu sais, les trucs que les vieilles attirent dans le magasin. Okay. Et ils ont un motif horrible. Et ça, ce sont les meilleurs chariots de course. Donc moi, j'ai besoin que quelqu'un allie le beau à l'utile et qu'on crée une marque, tu sais,
voilà, de chariot de course, mais stylé, tu vois ce que je veux te dire, parce que sinon ça va flinguer mon flow, et c'est que... C'est vrai que c'est bien moche. Hein. C'est tellement immonde. Donc voilà, si quelqu'un a une marque à me proposer, ou si un designer nous écoute, n'hésitez pas. Donc voilà, ben voilà, Et bah, je crois que c'est la fin de l'épisode. c'est la fin pour 2021 les gars. Ouais, donc on vous dit à 2022, on sait pas quand, À l'année prochaine. pour des questions un peu plus qui reviennent un peu plus à l'identité de Preach. Ouais. Et puis bah, n'hésitez pas à diffuser, à partager, à nous suivre sur les réseaux, quoi, à follow, comme on dit dans le game. Merci beaucoup, on vous souhaite de magnifiques fêtes avec votre famille, on a trop hâte de vous retrouver en 2022, prenez soin de vous.